Sur Europe 1, c'est maintenant le face-à-face, le débat d'Europe sur Nicolas Poincaré. Entre Natacha Polony et Nicolas Bétou de l'Opinion. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Il y a la publication aujourd'hui d'un des derniers sondages, puisqu'après-demain ce sera fini, et c'est l'enquête du Cevipof pour Le Monde, enquête intéressante parce qu'elle est faite auprès de 11 000 personnes, c'est presque l'équivalent de 10 sondages en un seul. Alors en 15 jours, Emmanuel Macron et Marine Le Pen perdent chacun 2 points à 22 et 23%. François Fillon et Jean-Luc Mélenchon gagnent des points à 19 ou 19,5%. Autrement dit, le scrutin qui était déjà serré et incertain apparaît ce soir encore plus serré et encore plus incertain, puisque si on prolonge un peu ces courbes, là c'est tout à fait théorique, mais on arriverait à la fin de la semaine à 4 candidats ex-aequo à 21%. C'est quand même, Nicolas Bétou, c'est quand même assez incroyable. C'est assez incroyable. Alors, il faut toujours se méfier de la prolongation des courbes. Si vous vous souvenez bien de votre histoire contemporaine, Nicolas Sarkozy disait en 2012, si on avait prolongé les courbes et si j'avais eu 15 jours de plus, j'aurais gagné cette élection. Donc, attention à ne pas faire dire au sondage trop de choses. Ce qui est certain, c'est que si on tient compte des marges d'erreur, c'est-à-dire le fait qu'à plus ou moins un point, les sondages disent ce qu'est la photographie instantanée telle qu'elle est constatée par les sondeurs, alors on est effectivement dans un tout petit mouchoir de poche. Est-ce que c'est comme ça que ça se passera dimanche ? Peut-être, mais j'allais dire rien n'est moins sûr. D'abord parce que les sondages se sont parfois trompés. En tout cas, les choses ont évolué entre le dernier sondage et le moment du vote. Le dernier exemple en date, il est très spectaculaire. C'est ce qui s'est passé en Allemagne, dans la Sarre, il y a quelques semaines seulement. Les sondages disaient, à la faveur de la montée en puissance de Martin Schulz comme candidat hostile, en tout cas adversaire d'Angela Merkel. Les sondages disaient les sociodémocrates auront 33% et les chrétiens-démocrates auront 34%. La réalité, c'est que le parti d'Angela Merkel a eu 40% et l'opposition social-démocrate a eu 30%. Donc un énorme écart par rapport au sondage. Donc attention au sondage. Pourquoi ? Parce que dans les derniers jours de toutes les consultations modernes, en tout cas, se produit ce qu'on appelle la cristallisation. C'est-à-dire que les gens... Ouais. On va expliquer. Alors, il y a deux choses. La cristallisation, c'est à la fois le fait que des gens qui sont encore indécis, et ils sont très nombreux cette fois-ci, fixent leur vote. Et deuxième acceptation, ils le fixent parfois autour d'un événement qui pourrait être, par exemple, cette fois-ci, l'attentat déjoué hier à Marseille. Cet attentat déjoué qui rappelle que nous sommes en état d'urgence, qui rappelle que nous sommes, entre guillemets, en guerre, et qui peut profiter à certains candidats qui ont soit une réponse plus ferme à ce type d'actualité, soit une réputation de plus grande autorité face à ce type de circonstances. La cristallisation, elle est encore à venir. Dans l'enquête du Cevipof et dans toutes les enquêtes, y compris le Rolling de Paris Match, par exemple, on voit que entre 28 et 30% des Français ne sont pas fixés. Il y a deux chiffres qui sont exactement les mêmes dans cette enquête du Cevipof, par exemple. 72% des Français disent qu'ils iront voter. Et parmi ceux-là, 72% à nouveau des Français disent qu'ils sont sûrs de leur vote. Ça veut dire que 28% s'abstiendraient aujourd'hui et que parmi ceux qui votent, 28% encore peuvent changer de vote. C'est ça la cristallisation, c'est ça qu'on attend et c'est ça qui peut expliquer les éventuelles différences entre sondage et vote. Et c'est ça qui n'a pas encore eu lieu. Donc apparemment, Natacha Polony, cette cristallisation, c'est très tard, non ? Alors, habituellement, elle a lieu un mois à peu près avant le vote, même si, encore une fois, c'est souvent sur un événement que ça se joue, sur quelque chose qui va tout à coup capter l'attention et décider rétrospectivement quel fut le thème de campagne. Or là, on voit bien que ce n'est pas le cas, justement, parce qu'on est dans une configuration totalement inédite. Vous disiez, Nicolas, que en 2012, Nicolas Sarkozy avait expliqué qu'en effet, s'il avait eu 15 jours de plus, mais de fait, on voit bien qu'il a rattrapé en fin de campagne et qu'il n'a pas fait un si mauvais score que ça quand on regarde d'où il partait. Or là, c'est pas du tout ça qui est en train de se passer. Mais en revanche, même s'il faut se méfier largement des sondages, nous avons tous, en tant que citoyens, des discussions, des échanges avec d'autres qui font que les votes peuvent bouger. C'est-à-dire que ce sont les échanges, j'allais dire le débat démocratique, celui que vous avez à la machine à café, celui qui fait bouger. Et la question est justement de savoir quels sont les candidats, les électeurs qui sont les plus décidés. Les analyses du physicien Serge Galam qui étudie la physique et les sondages à partir
des modèles mathématiques. Eh bien, Serge Galam explique très bien ceci. En fait, ce sont ceux qui sont les plus sûrs, qui ont le plus la force de convaincre d'autres. Or, aujourd'hui, ceux qui sont les plus sûrs, ce sont les noyaux durs qu'on peut trouver aussi bien chez François Fillon que chez Jean-Luc Mélenchon pour des raisons totalement différentes. Jusqu'à présent, ceux de chez François Fillon, ils n'avaient pas pu s'exprimer parce qu'ils étaient immédiatement renvoyés aux affaires. S'ils ont la possibilité dans leur cercle, chacun, de convaincre les autres, alors ça fait bouger les courbes. Et de même, on voit du côté de chez Jean-Luc Mélenchon l'idée que tout à coup, ça devient possible pour lui, qu'il peut potentiellement être au second tour, ce qui peut inciter des gens à tout à coup basculer. Donc c'est ce genre de choses qu'on ne peut pas mesurer exactement, mais dont on sent chacun en discutant qu'elles sont en train de se mettre en place. On ne sait pas dans quelle mesure, et c'est pour ça qu'il faut bien se garder de croire que des sondages prédisent quoi que ce soit. Donc en fait, ce mercredi soir, on ne sait rien. Tout peut arriver. On ne sait rien, et en tout cas, on ne sait rien avec certitude. Tout peut arriver. Je vous donne les quelques chiffres qui sont en gros une moyenne de ce que les sondeurs disent sur l'incertitude de vote. 84% de ceux qui disent voter pour Marine Le Pen sont sûrs de voter pour Marine Le Pen. À contrario, 16% hésitent encore. 81% de ceux qui votent François Fillon sont sûrs de voter pour lui. On tombe à 70% pour Emmanuel Macron et à 69% pour Jean-Luc Mélenchon. Ça veut dire que pour ces deux personnages-là, pour ces deux candidats-là, environ 30% de leurs électeurs disent encore on a un second choix et on peut s'y résoudre. Merci beaucoup. Natacha Polony face à Nicolas Bétou de l'opinion, le débat des éditorialistes. Et maintenant, l'édito étranger de François Clémenceau du JDD. Bonsoir François. Bonsoir Nicolas. Du Brexit au Frexit. En tout cas, on s'aperçoit que ce n'est pas simple de quitter l'Europe. Le Parlement britannique a voté aujourd'hui presque à l'unanimité en faveur de la proposition du Premier ministre Theresa May d'organiser de nouvelles élections législatives en juin prochain. Et ça va encore une fois retarder le processus de sortie de la Grande-Bretagne de l'Europe. Ah oui, l'air de rien, si on se rend bien compte, ça fait presque 1 an que les Britanniques ont décidé par référendum de quitter l'Union européenne. 1 an. Et dans la foulée, à cette époque-là, rappelez-vous, il avait fallu qu'on attende le successeur de David Cameron, qui avait démissionné, après avoir fait le pari du maintien dans l'Union européenne. Puis une fois que Theresa May l'a remplacé dans le courant de l'été, il a fallu qu'on attende son plan. Voulait-elle un Brexit soft ou un Brexit dur? Fallait-il y aller avec un parti rassemblé ou désuni? Que faire des Écossais? La plupart de ces questions ont été réglées après des mois, afin que Theresa May puisse tenir l'échéance, en fait, le délai qui lui avait été accordé par le Conseil européen pour déclencher le mois dernier le fameux article 50 du divorce. Et voilà que 3 semaines après, alors qu'on commençait à travailler sur les questions qui fâchent, Theresa May décide ce qu'elle s'est toujours refusé à faire en arrivant à Downing Street, c'est-à-dire dissoudre le Parlement, convoquer les élections anticipées. Le 8 juin, donc, cela signifie effectivement 6 semaines de plus de perdu dans cette négociation. Et après, vous avez les vacances, et donc, rendez-vous en septembre. Ouais, et puis après, ce sera Noël, donc on verra bien. On a l'impression que c'est une vraie course de lenteur. Oui, c'est une course de lenteur, mais en même temps, l'argument de Theresa May pour les élections, il est implacable. C'est celui de la légitimité. Elle a été désignée par son parti pour remplacer David Cameron, mais pas par le suffrage universel, alors qu'elle s'apprête à négocier au nom du peuple à Bruxelles. En fait, on a là une sorte de référendum sur le référendum, parce que soit les électeurs vont voter massivement pour les conservateurs et elle aura, Theresa May, les mains libres pour négocier un Brexit dur, comme le réclament son parti et ses alliés, soit les travaillistes, les libéraux-démocrates, les Écossais progressent et il est possible à ce moment-là que le Brexit soit remis en cause, en tout cas dans certaines de ses modalités, mais c'est évidemment la première option qui est privilégiée. Pourquoi ? Parce que la gauche anglaise est très affaiblie, très mal à l'aise sur le sujet du Brexit et surtout complètement divisée entre son aile gauche, tendance Jeremy Corbyn, et son aile droite, néo-blairiste. Et alors rapidement, donc si Theresa May est confortée, est élue le 8 juin, il se passerait quoi ? Pour elle, ce sera formidable. Elle sera effectivement légitimée, mais en même temps, n'attendez pas grand-chose parce que, évidemment, on ne va pas entamer ces négociations sans avoir le résultat d'une autre élection. C'est celle qui se joue en Allemagne en septembre. Et donc, tout ce temps perdu va ralentir encore plus le processus du Brexit. Et imaginez une seule seconde que d'ici là, Emmanuel Macron remporte les élections en France, Martin Schulz en Allemagne, Matteo Renzi d'ici la fin de l'année en Italie, le retour. Et à ce moment-là, le décor politique européen aura tellement changé que Theresa May sera obligée de le prendre en compte dans sa démarche. Eh bien voilà. Et on s'aperçoit que sortir de l'Europe, décidément, ce n'est pas simple. En tout cas, c'est très long. Merci beaucoup, François Clémenceau.